Mamadou Touré, élève en classe de terminale, il repose désormais dans le carré des martyrs du cimetière municipal de Gounguin. Il est la 15e victime du putsch du 16 septembre, décédé ce mardi des suites de ses blessures par balle. Recueillement et tristesse, cet après-midi, la nation lui a rendu hommage. Un fonds de 1,8 milliard d'euros pour financer des projets de développement en Afrique. C'est la principale décision du sommet sur la migration qui vient de se tenir à Malte. C'est bien, mais les dirigeants africains espèrent plus du partenaire européen. Dans ce journal, la réaction du président Kafando. Répétition grandeur nature aujourd'hui au quartier général de la Commission électorale nationale indépendante. Le système de transmission des résultats a été testé. Objectif, rassuré quant à sa fiabilité. Il a également été question de sécurité avec le ministre Alain Zagré. Le ras-le-bol des populations de Wayouya, coupure de courant, coupure d'eau et surtout dysfonctionnement à répétition au centre hospitalier régional. La liste des difficultés est longue et pour dénoncer la situation et attirer l'attention des autorités, la coalition contre la vie chère du Yatenga a organisé une marche-meeting. Les images dans ce journal. Voilà pour la une de ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il repose désormais dans le carré des martyrs du cimetière municipal de Gounguin. Tiekoura Mamadou Touré est la 15e victime du putsch du 16 septembre dernier. Blessé par balle, c'est le mardi dernier qu'il est décédé des suites de ses blessures. Dans le recueillement et la tristesse, autorités, parents et camarades de classe l'ont accompagné cet après-midi à sa dernière demeure. Il a eu droit à l'hommage de la nation. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawadogo. Ils pleurent la mort de leurs camarades. Tiekoura Mamadou Touré, élève en classe de terminale, touché par balle lors du coup d'état manqué du 16 septembre 2015, a succombé à ses blessures le mardi 10 novembre dernier. Il reçoit ici les mêmes honneurs que ces martyrs de ce putsch qui a endeuillé à ce jour 15 personnes. Contre la mort, Mamadou Touré, âgé de 20 ans, a lutté jusqu'à son dernier souffle. Et pour l'exécutif de la transition et le président du CNT, c'est une mort de trop. Aîné d'une famille de 4 enfants, il incarnait l'espoir de la famille, un modèle pour ses jeunes frères et sœurs. Tiekoura Mamadou Touré, tu n'es pas mort pour rien. Tu t'es sacrifié pour une grande cause, pour la grande cause des peuples libres qui ont payé leur liberté avec le sang. Tu as combattu le combat juste. Tu fais la fierté de la nation retrouvée et de l'intégrité affirmée. Tu fais la fierté des dignes filles et fils tombés sur le champ d'honneur. Tu fais la fierté d'être burkinabé. Ceux qui pleurent aujourd'hui Tiekoura Mamadou Touré sont ici rassurés par le gouvernement qui a laissé entendre que sa lutte ne sera pas trahie. Le financement du développement en Afrique comme solution au départ massif de migrants vers l'Europe, le sujet a mobilisé une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et de l'Europe à Malte. Les travaux ont débuté hier en présence du président du Faso, Michel Kafando, qui a partagé avec ses pairs l'expérience du Burkina. Yacouba Gamene, Aboubakar Sayon. À l'ouverture de ce sommet, les dirigeants européens et africains ont été unanimes sur l'urgence de trouver une réponse efficace, pérenne et rapide à la crise migratoire qui continue de faire des milliers de victimes dans la mer Méditerranée. La solution doit passer par le financement de programmes de développement dans les pays de départ. Le président de la Commission de l'Union européenne, Donald Tusk, a insisté sur la nécessité de créer des opportunités pour la jeunesse africaine. Pour le président en exercice de la CEDEAO, la politique migratoire doit aller au-delà de la création de centres de rétention en Afrique. Macky Sall a invité les Européens à soutenir davantage les efforts de développement des pays africains.
Selon la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, la lutte contre l'immigration illégale est avant tout une lutte contre la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité politique dans certains États d'Afrique. Après la cérémonie d'ouverture marquée par une minute de silence en la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans la Méditerranée en espérant une vie meilleure, les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine ont entamé les travaux à huis clos. Ces échanges devraient aboutir à la signature d'un accord devant permettre de mettre fin au fléau que représente l'immigration illégale. Dans l'immédiat, il a été décidé la création d'un fonds d'aide à l'Afrique doté de 1,8 milliard d'euros. Objectif, donner des opportunités aux jeunes afin de les maintenir sur le continent. Décision saluée par les dirigeants africains qui espèrent tout de même plus du partenaire européen. Écoutons le président Michel Kafando. Ses propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Aboubakar Sayon. Du côté de l'Europe, nous avons situé la responsabilité de l'Europe, dont beaucoup de pays ont été des colonisateurs de l'Afrique, à prendre leurs responsabilités. Si aujourd'hui nous avons des jeunes qui fuient l'Afrique pour aller trouver mieux ailleurs, c'est la responsabilité aussi des pays européens. Il faut que les pays européens mettent les ressources nécessaires pour que ces jeunes-là puissent dans leurs pays respectifs trouver des emplois adéquats. De ce point de vue, la conférence quand même est parvenue à dégager, à mettre en place ce qu'on appelle le fonds fiduciaire, qui va partir avec 1,8 milliard d'euros. Et non, qui va continuer. On espère qu'à terme, vraiment, on aura des ressources assez suffisantes pour régler définitivement cette question de la migration. Alors, avec ce fonds-là, qui va démarrer en 2016, on pense que des pays directement visés comme le Burkina et même des pays aussi qu'on appelle les pays éligibles parce qu'ils sont voisins des pays qui sont les premiers concernés, comme la Côte d'Ivoire, bénéficieront de ressources vraiment adéquates pour véritablement régler la question de l'emploi des jeunes dans les différents pays pour éviter ce phénomène de l'immigration. Séance de répétition grandeur nature ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. La CENI a procédé à la démonstration du système de gestion et de transmission des résultats du vote, celui-là même qui est censé permettre de donner les résultats dès le lendemain du scrutin. La démonstration a eu lieu au quartier général de la CENI installé à la salle des fêtes de Ouaga 2000, Monkoun Dabiré. Entouré de ses techniciens, le président de la CENI démontre ici les mérites du système de gestion et de compilation des résultats. Du bureau de vote à la proclamation des résultats définitifs, c'est un ensemble de dispositions techniques et sécurisées mises en place avec pour objectif de garantir la transparence des élections. Dès que nous recevons donc par le liaison VSAT sur notre premier écran les résultats de tel CCCR, nous examinons en détail. Chaque commissaire, bien sûr, il a la charge d'une partie du territoire. Il travaille de manière spécifique avec les CCCR qui relèvent de lui. Il confirme l'ensemble des résultats effectivement tels que ça a été traité à l'intérieur du CCCR. Et il demande à l'ensemble de la plénière maintenant de valider tel résultat. Un deuxième tableau va intégrer les résultats 1 et le résultat 2. Dès qu'on aura validé ces 368 résultats des communes, nous avons immédiatement le résultat au niveau national. Selon la CENI, le dispositif permettra de disposer des résultats au lendemain des votes pour ce qui concerne la présidentielle et au surlendemain pour les législatives. Une innovation qui visiblement séduit aussi bien les observateurs que les partis politiques. Nous avons vu une machine qui est en mouvement et qui va nous permettre d'être moins anxieux par rapport à la publication des résultats. Des résultats fiables, crédibles et acceptés de tous. C'est le défi que tient à relever la CENI. Mais pour le président de la commission, ce pari ne sera possible que si les acteurs politiques s'impliquent véritablement dans le processus. Fiabilité d'accord, mais sécurité d'abord, pourrait-on dire aujourd'hui au quartier général de la CENI. La question a également été évoquée. Le ministre Alain Zagré était sur place cet après-midi. Il a eu des échanges avec les premiers responsables de la commission électorale. Au menu, la sécurisation de l'ensemble du processus en cours. Gérard Sommet, Draman Dadian. À jour J-17 des élections présidentielles et législatives,
la Commission électorale nationale indépendante s'active pour être au rendez-vous. Et c'est ce travail que le ministre délégué à la sécurité est venu saluer. Je suis particulièrement séduit par le travail qui a été fait ici à la CENI. Lorsqu'on regarde les choses de loin, on ne sait pas qu'il y a toute une organisation, qu'il y a un président, une commission, des personnes qui l'assistent et qui travaillent énormément comme des fourmis pour que nous-mêmes, à la fin de ce processus-là, on soit contents. Avant cette visite, les échanges entre les deux hommes ont porté sur la sécurisation de l'ensemble du processus électoral en cours. Nous avons été informés du dispositif de maillage depuis le départ jusqu'à toutes les arrivées, de la sécurisation de chacun de ces CCR, la sécurisation de l'ensemble des circuits de circulation des données électorales. Vraiment, nous sommes rassurés et nous pensons qu'avec ça, effectivement, les conditions sont vraiment réunies pour des élections apaisées dans ce pays. L'appareil sécuritaire est déjà actionné et tout est mis en œuvre pour la réussite du scrutin du 29 novembre prochain. Assurance donnée aux hommes de médias. Pour un processus électoral sécurisé mais surtout apaisé, les autorités coutumières et religieuses de Bobo-Dioulasso s'expriment. Elles prônent le respect d'autrui, la fraternité, l'amour et la tolérance, des valeurs qui doivent gouverner les attitudes et les propos des uns et des autres en cette période de campagne électorale. Jean Zongo, Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. Ce sont des élections de tous les enjeux que le Burkina Faso post-insurrectionnel s'apprête à vivre. La campagne bat déjà son plein sur toute l'étendue du territoire national, une campagne que le chef de canton de Bobo, le chef de Bobo Mandarin souhaite apaiser. Que le vote qui arrive se passe dans de bonnes conditions. Quel que soit le parti qui vous approche, ne soyez pas violents. Jeunes, femmes et anciens, soyez courtois pour que règne la paix. La paix au Burkina Faso, c'est aussi le souhait au sein de la communauté musulmane qui prie pour une campagne dans la sérénité et la quiétude. Tous les candidats sont burkinabés. Quel que soit votre bord religieux ou ethnique, soyez courtois pour que se déroule très bien cette campagne. Le Burkina Faso doit une fois de plus donner à la face du monde une vraie leçon de démocratie à travers ces élections. C'est en tout cas la conviction des églises et missions évangéliques de la zone de l'Ouest qui demandent aux acteurs de la retenue et surtout le respect d'autrui pendant cette campagne. Battre la campagne, ce n'est pas se battre. C'est une compétition dans laquelle ils sont et qu'ils le fassent dans la sérénité et qu'ils le fassent en se respectant les uns les autres. C'est une compétition ouverte à tous, certes, mais une compétition qui fait appel à la courtoisie, car la campagne électorale n'est pas une chasse à la sorcière, à travers des propos haineux, avertit l'Église catholique de Bobo-Dioulasso. Il s'agit de compétition, il ne s'agit pas de bagarre, encore moins de guerre. Il faut qu'on arrive à aimer les partis de l'autre comme on aime son propre parti. Parce que les autres partis là aussi sont le Burkina. Nous devons avoir le cœur assez large pour tous. Avoir le cœur assez large pour tous envisagera des élections libres et apaisées pour un retour à une vie constitutionnelle normale au pays des hommes intègres. La fièvre de la campagne électorale qui ne cesse de monter, la chasse aux électeurs se passe sur le terrain à travers les meetings, dans les médias classiques, mais aussi sur le net. Tous les candidats ou presque sont présents sur les réseaux sociaux et déploient des stratégies pour accrocher surtout les jeunes électeurs. Explication, Éléonore Yerbanga. Les technologies de l'information et de la communication ne sont pas en marge de la campagne électorale en cours au Burkina Faso. Mieux, ces technologies offrent au prix d'une connexion à Internet des espaces de communication. À toute heure et de n'importe quelle place, les candidats, leurs partisans ou leurs détracteurs postent et tweetent. Ici, les fils d'actualité sont alimentés presque toutes les heures avec pour but de relayer les faits et gestes du candidat à l'élection présidentielle. Là, il s'agit plutôt d'informer et de mobiliser autour de la cause prônée par le candidat.
Des pages de soutien ou des pages personnelles font l'apanage des uns et des autres, non sans commentaires pro ou contre. Il y a aussi ces pages qui existent certes, mais qui restent en retrait de ce qu'il convient de qualifier de bataille virtuelle. Qu'à cela ne tienne, la bataille de la communication politique fait rage sur Internet avec en ligne de mire un jeune électorat souvent difficile à mobiliser. À présent, le ras-le-bol des populations de Wayouguia, coupure de courant, coupure d'eau et surtout dysfonctionnement à répétition au centre hospitalier régional. La liste des difficultés est longue et pour dénoncer la situation et attirer l'attention des autorités, la coalition contre la vie chère du Yatenga a organisé hier une marche, meeting, une manifestation qui a mobilisé du monde. Tous espèrent un règlement rapide des problèmes. Herman Toué. La campagne électorale bat son plein dans les différentes villes du Burkina. À Wayouguia, par contre, la population s'est mobilisée ce mercredi 11 novembre pour dénoncer les dysfonctionnements dans certains services. En pleine pluie, dans la boue, nous pataugeons pour courir avec des bidons à la recherche de l'eau. Le second problème, c'est des coupures intempestives à une période où tout le monde s'attendait à une accalmie de ce point de vue-là, parce que pas période ou de chaleur. Le troisième problème, c'est le CHR, où des services clés, comme le bloc opératoire, comme le laboratoire, sont fermés. À ces difficultés s'ajoute le problème du centre universitaire polytechnique de Wayouguia. Et face aux manifestants, le secrétaire général de la région a rassuré que des mesures ont été prises. Depuis 2 semaines, nous avions constaté qu'il y a des avancées locales. S'agissant du CHR, les efforts ont été faits pour pouvoir donc remettre en service ces unités de soins. Cette manifestation fait suite à plusieurs démarches entamées par la coalition provinciale contre la vie chère et interpelle par la même occasion les hommes politiques à prendre en compte les véritables problèmes des populations dans leur programme de gouvernance. Le torchon brûle entre l'organisation des transporteurs routiers du Faso et les 4 cimenteries installées au Burkina. Les transporteurs dénoncent le non-respect d'un protocole d'accord. Il s'agit notamment de la fixation du coût de transport des minerais destinés à la fabrication du ciment. Selon l'OTRAF, il serait actuellement en deçà des 45 francs le kilomètre. Arrêté dans le protocole, les transporteurs menacent d'aller en grève. Explication Ibrahima Sombier, Moumouni Soubega. Entre l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso et les 4 sociétés de cimenterie, le courant ne passe plus. Les transporteurs qui assurent le ravitaillement des cimenteries en clinker et autres minerais dénoncent le non-respect des conventions et la fixation arbitraire des prix de transport des minerais. Le premier semestre de l'année 2015, la moyenne du prix du transport au kilomètre était à 31,95 francs CFA, la TKM. Le deuxième trimestre, la moyenne du prix est passée à 30 francs CFA, la TKM. Ce sont des cas de violation des textes. Les transporteurs revendiquent entre autres la révision des tarifs à la hausse et leur harmonisation à 45 francs CFA la tonne kilométrique. Et si rien n'est fait, ils envisagent d'observer un arrêt de travail les jours à venir. Nous invitons tous les transporteurs de minerais à observer un arrêt d'approvisionnement et de livraison des 4 cimenteries pour compter du lundi 16 novembre 2015 jusqu'à nouvel ordre. Si aucun compromis n'est trouvé dans le plus bref délai, nous serons dans l'obligation d'inviter la Commission hydrocarbures, marchandises et transports en commun à observer à leur tour un arrêt d'approvisionnement du pays. L'OTRAF a été créé en 1995 et l'une de ses missions, c'est d'apporter une assistance à l'harmonisation de l'offre et la demande des véhicules de transport public et à la fixation des prix. Le projet G-Cloud au profit de l'administration publique burkinabé est sur les rails. Il a été lancé ce matin par le Premier ministre. L'ambition, c'est la modernisation de l'administration à travers des e-services accessibles et à moindre coût. À terme, le projet devrait favoriser également la création d'emplois et l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des TIC. Salifou Belem, Hortense, Evelyne Yelemou.
Du pilotage d'une machine à la signature d'un livre d'or, le Premier ministre est à l'œuvre pour marquer l'événement, celui du lancement du G-Cloud. Cloud, qui signifie nuage en anglais, matérialise l'innovation numérique basée sur la mutualisation des ressources matérielles et humaines. C'est donc une administration publique moderne, accessible par les administrations, organisations, services et sociétés privées qui est visée à travers une plateforme gouvernementale en ligne. Sa mise en œuvre permettra, entre autres, d'accélérer et faciliter le développement des solutions en matière de e-éducation, de e-gouvernement, de télémédecine, de e-commerce et de e-services au profit du monde du travail de l'administration publique et privée. Le projet G-Cloud va coûter à l'État 36 milliards de francs CFA, dont 18 milliards sous forme de subventions accordées par le Royaume du Danemark. Sa mise en œuvre sera assurée par la société Alcatel-Lucent d'Armac. Le Burkina Faso peut être fier d'être un des tout premiers pays de l'Afrique subsaharienne à être doté d'une technologie de pointe communément appelée G-Cloud. La mise en œuvre du G-Cloud va nécessiter l'implantation d'une infrastructure nationale distribuée sur 6 villes, dont Ouagadougou, Waiguia, Tougan, Bobo-Dioulasso, Samandeni et Bagri. Santé à présent, et on parle de la lutte contre la malnutrition chez les enfants et chez les femmes enceintes. Pour lutter contre ce mal, le programme alimentaire mondial met en œuvre un projet avec le soutien financier du Japon. Pour quel résultat? L'ambassadeur du Japon au Burkina était hier dans la région du Nord pour mesurer les effets de l'intervention. Issa Kafando, Draman Guéné. Opération de dépistage d'enfants malnutris. Nous sommes au dispensaire de Oula, à quelques kilomètres de Waiguia. Ici, le programme alimentaire mondial PAM présente son projet nutritionnel de l'année à son bailleur japonais. 105 enfants et 41 femmes enceintes, tous souffrant de malnutrition aiguë modérée, sont pris en charge. Après Oula, le magasin de stockage d'une coopérative agricole. Là aussi, avec l'aide japonaise, le PAM a construit ce magasin qui accroît la capacité de stockage du centre à 2000 tonnes. De l'autre côté, à Tangaï, le partenariat Japon-PAM a permis de doter ce centre de formation agricole en équipement et techniques de traitement post-récolte. Nous envisageons évidemment la transformation de l'agriculture de subsistance vers une agriculture de marché. Et pour cela, il faut essentiellement se focaliser sur la qualité des produits qui sont en vente. Ce projet pilote vise la lutte contre la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et le renforcement de la résilience des ménages. Cela m'a touché beaucoup et puis vraiment le résultat est très très bon. Et puis alors toutes les femmes burkinabées, surtout de la région du Nord, sont très très satisfaites. Ma visite était un grand succès. Ce projet du PAM a coûté près de 3 milliards de francs CFA au Japon et il intervient dans cette région du Burkina. Le ministre de la Recherche scientifique, lui, était hier dans les locaux du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Jean-Noël Poda est allé s'enquérir des projets de recherche en cours et des conditions de travail des chercheurs. Reportage, Koualé Nebié, Nathalie Sawadoko. Ils sont au four et au moulin pour trouver un vaccin afin d'éradiquer le palu. Ces chercheurs du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme reçoivent ici les encouragements du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation pour leurs efforts dans la recherche. Il est important que le paludisme, qui est la principale pathologie, maladie qui tue les enfants, les personnes âgées, puisse disparaître pour que nos scientifiques puissent aller sur d'autres domaines comme le cancer, comme le diabète, comme les insuffisances rénales, qui sont aussi des pathologies sur lesquelles il faut que la recherche se mobilise, la recherche nationale se mobilise aussi pour trouver les solutions. Mener toute recherche en vue d'identifier de nouveaux outils de contrôle et les adapter aux conditions locales, ce sont entre autres les missions assignées au centre. Certes, des résultats sont aujourd'hui disponibles, mais la paternité leur échappe. Les moustiquaires qui sont commercialisés utilisent la stratégie qui est mondialement adoptée, est née ici dans les années 90.
Dans la prise en charge, donc, il y a un certain nombre de stratégies que nous avons adaptées à nos pratiques culturelles. Nous sommes donc impliqués aussi dans un certain nombre de mesures de prévention, telles que la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Lorsqu'on a des résultats, ils ne sont pas du tout connus parce que nous ne sommes pas de ceux qui participent à la promotion de ces résultats parce que nous ne les mettons pas en œuvre. Face aux défis qui restent à relever, le ministre a exhorté ses chercheurs à redoubler d'efforts, toute chose qui leur permettra de gagner la bataille de leur reconnaissance. La protection et la gestion des ressources naturelles par les collectivités, le transfert de compétences est en vue au Burkina. En attendant son effectivité, les autorités régionales prennent la mesure de la tâche qui les attend. Ils ont eu droit à quelques cours d'explication offerts par l'École nationale des eaux et forêts. Idrissa Warga, Karim Sissé. L'avènement de la décentralisation transfère la gestion des ressources naturelles aux collectivités territoriales pour permettre aux premiers responsables de ces collectivités de mieux cerner leur rôle. L'École nationale des eaux et forêts organise cette session de formation. Pendant l'atelier, c'est de leur inculquer une vraie politique d'approche en termes de gestion de ces ressources-là. Pendant 4 jours, les secrétaires généraux des conseils régionaux et les directeurs généraux de l'environnement vont se familiariser avec des concepts nouveaux en vue de se mettre au diapason des réalités du moment. On va faire l'état des lieux, on va faire aussi des forêts, on va faire présenter la décentralisation de manière globale des secteurs touchés. On va aussi faire la gestion décentralisée effectivement des forêts. Et ensuite, il y aura un cas pratique de gestion des marchés ruraux au niveau des forêts. Les participants sont appelés à partager les connaissances reçues avec les populations de leur ressort territorial, toute chose qui va susciter un engagement dans les actions de protection et de gestion responsable des ressources naturelles. La Commission nationale des langues, elle, s'inquiète du risque de disparition de certaines langues locales. Elle a réuni les spécialistes et les praticiens pour une séance de travail. Objectif, préserver mais surtout améliorer le dynamisme des langues locales qui constituent des richesses. Daouda Ouattara, Touoboum, Evelyne Dabiré. L'objectif de cet atelier est de donner la parole aux praticiens et à ceux informés des questions de langue nationale burkinabé de réfléchir sur les difficultés que rencontre la Commission nationale des langues burkinabé afin de dynamiser ces langues. De façon permanente et concrète, il n'y a pas même un personnel permanent qui existe au niveau de cette commission, il n'y a pas un local qui signifie la visibilité donc, de cette commission. Tous ces aspects-là ont été recommandés en 2010, on est en 2015, jusqu'à présent rien n'a été fait et je crois que l'ancrage institutionnel est très important. À cet atelier, les participants devraient proposer des voies pour redynamiser ces langues et les réadapter à l'évolution sociale et politique du Burkina. Pendant longtemps, on a mis l'accent sur la langue sans chercher les moyens à sa promotion. C'est pourquoi cet atelier a été encouragé et il est tenu pour que les différents composants des différentes langues du Burkina Faso puissent se rencontrer, voir comment redynamiser la commission des langues qui elle-même est à la base de la promotion et de la culture de la langue. La commission en charge des langues burkinabé a été créée depuis 1969 et regroupe à ce jour une vingtaine de sous-groupes linguistiques sur la soixantaine de langues que compte le Burkina. Et plusieurs actions ont été menées sous sa coupe, comme la traduction du ditamé, du code de la route et de la Bible dans certaines langues. Un peu d'art dans ce journal, on s'arrête notamment sur les graffitis de sensibilisation visibles dans les rues de la ville de Waïouia. C'est une initiative de l'Association pour la relance culturelle et artistique dans le Nord. Elle a choisi d'éduquer par la peinture et visiblement ça marche. Suivez plutôt ce reportage de Nongba Kouda et Viviane Tchenderbego. La physionomie de certains murs a changé dans la cité de Nabakango. Des graffitis sur plusieurs thèmes les recouvrent. Sur les murs de la maison d'arrêt et de correction, de même que sur ceux de 4 établissements scolaires, les graffitis ne passent pas inaperçus. Le dessin qui m'a beaucoup plu, c'est au niveau des élections là. Le dessin dit d'être fair play, pas de bagarre. Ça c'est un bon message pour toute la jeunesse burkinabé. Les biens publics là, il ne faut pas les détruire
car tout bien public est pour tout le monde. Il y a un homme qui est venu trouver des gens qui sont en train de faire du thé. Il a partagé de l'argent pour qu'ils votent leur parti. C'est pas bien. Ces graffitis sont l'œuvre de l'Association pour la relance culturelle et artistique dans le Nord. Arkan a mûri son projet 2 ans durant. Au total, c'est 300 jeunes de la commune de Wayouguia, des jeunes provenant de tous les milieux, venant aussi des partis politiques que des confessions religieuses, qui ont travaillé sur des thématiques et les produits ont été des dessins qui ont été améliorés par des professionnels, donc des artistes plasticiens. À la fin de ce processus, seuls les projets de 20 jeunes ont été retenus et c'est Assimi Sawadogo qui les a encadrés pour traduire en graffiti ce qu'ils avaient dans le cœur. Les résultats se laissent admirer et après les cours, les commentaires ne manquent pas, surtout en cette période de campagne électorale. À présent, un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens. Parmi les sujets qui ont intéressé les journaux aujourd'hui, figure en bonne place le sommet Europe-Afrique de Malte sur les migrations. Lecture croisée avec Aimé Solage-Guigman. Sommet de Malte sur la migration, les journaux du jour émettent des doutes sur les vraies intentions des Européens en initiant un tel sommet. Instinct de conservation de l'Europe ou volonté réelle d'aider l'Afrique, s'interroge le pays. Pour le journal, injecter des millions d'euros en Afrique avec la prétention de créer des emplois renvoie à l'image du tonneau de Danaïde de la mythologie grecque, puisque l'argent des Européens finira dans la poche sans fond des dictateurs africains qui n'auront aucun scrupule à s'en servir pour consolider leur pouvoir. Ce sommet, tout simplement parce que les Européens sont gagnés par la peur de l'envahissement, affirme le pays. À ce sujet, aujourd'hui, Ofaso pense que la Valette risque de ne pas accoucher, car si la problématique est bien posée, les acteurs butent sur les solutions. Les 38 pays africains plus les 25 européens connaissent la pathologie, mais la prophylaxie administrée ne fait pas l'unanimité. Tout juste se contentera-t-on d'un placebo conclu aujourd'hui au Faso. Autre actualité internationale traitée par les quotidiens du jour, le nouveau gouvernement nigérien. Par cette nouvelle configuration gouvernementale, Buhari veut secouer le Derrick, annonce l'observateur Palga. Sa mission, mettre de l'ordre dans le secteur de l'or noir, véritable temple de l'opacité. Pour ce faire, le pays estime qu'il lui faudra de la volonté, mais aussi du temps et des moyens conséquents. Du sport en bref, pour finir, les étalons en déplacement à Cotonou ont perdu cet après-midi face aux écureuils du Bénin en match comptant pour le deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Score final 2-1. Le match retour se tiendra le 17 novembre, mardi prochain donc, au stade du 4 août. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Faso, pays des hommes intègres. Élection couplée présidentielle législative 2015.